Elle est partie un vendredi soir chez une amie. Elle est revenue 3 jours plus tard, téléphone éteint, sans explication. Ce qui a suivi a détruit 26 ans de mariage et révélé un mensonge que personne n'avait vu venir. Mais ce n'était pas une simple infidélité. C'était un jeu calculé, répété avec plusieurs hommes, détruisant des carrières et brisant des vies. Et quand il a découvert la vérité, il n'a pas crié. Il a agi froidement, méthodiquement, jusqu'au bout. Bienvenue sur Histoire d'infidélité, la chaîne où la vérité n'épargne personne. Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire d'un homme qui a tout perdu, mais qui a refusé de rester victime. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous regardez et quel temps il fait chez vous. Cette histoire va vous montrer que parfois, la vengeance la plus puissante, c'est la vérité servie froide. Julien n'avait même pas conscience au début de toute la profondeur du drame qui se jouait. À première vue, c'était simplement un autre vendredi soir routinier. Dehors régnait la gadoue typique du mois de mars. La neige mouillée fondait paresseusement, laissant sur les vitres des traînées troubles, tandis que du rebord de la fenêtre tombaient des gouttes de pluie avec un rythme insistant, faisant écho au battement d'un cœur qui allait bientôt connaître un bouleversement sans précédent. Dans la tasse refroidissait un thé chaud au citron, dégageant un arôme apaisant. Mais ce calme était trompeur, annonçant la tempête qui se rassemblait déjà à l'horizon de mon bonheur familial. Léa, mon épouse, descendit lentement l'escalier, vêtue de son manteau beige préféré. Elle tenait à la main ce sac de voyage qu'elle prenait habituellement lorsqu'elle se rendait à la maison de campagne de Sophie, son amie d'enfance. En marchant, elle ajustait son bonnet gris tricoté avec son pompon moelleux, resserrant son écharpe chaude. Ses gestes étaient si familiers qu'ils n'éveillèrent pas le moindre soupçon. « Je vais chez Sophie aujourd'hui. Je rentrerai peut-être tard, alors ne m'attends pas, dit-elle en jetant un regard furtif vers la cuisine, avec cette désinvolture qui me semblait maintenant parfaitement mise en scène. « D'accord, appelle-moi si quelque chose change, répondis-je en levant les yeux de mon ordinateur portable, absorbé par mes réflexions sur les livraisons du lendemain. La porte se referma sans bruit derrière elle, comme si elle me coupait de ma vie d'avant. Et après s'installa un silence étrange et oppressant qui enveloppait progressivement ma maison, présageant le malheur. Je m'appelle Julien, j'ai 52 ans. J'occupe le poste de responsable logistique dans une grande entreprise de transport située à Rouen. Mon métier peut se comparer à celui d'un gardien des routes, car tout ce que vous commandez dans vos boutiques en ligne passe par notre immense entrepôt. Avec Léa, nous avons parcouru ensemble 26 années de vie, main dans la main. Nous avons un fils, Antoine, qui vit et travaille comme développeur informatique à Paris. Léa et moi nous sommes installés dans un appartement confortable du quartier des Brotteaux. Ce n'est certes pas le centre-ville, mais notre immeuble en briques chaudes a toujours été réputé pour son atmosphère agréable et ses voisins paisibles et bienveillants. Léa s'était toujours distinguée par son sens incroyable de l'organisation et sa précision en toutes choses. Elle aimait planifier même les déplacements les plus insignifiants en marché, sans parler des visites chez ses amis. Sophie, son amie d'enfance, habite dans le 7e arrondissement. Elle a un 3 pièces et son mari est souvent en déplacement prolongé dans le nord pour son travail. Léa passait donc parfois chez elle pour bavarder ou simplement papoter entre femmes. Il n'y avait rien de suspect là-dedans et j'étais habitué à leur rencontre amicale. Mais ce soir de mars, tout prit une tournure complètement différente. Au début, je ne remarquais vraiment rien. Je mangeais quelques raviolis surgelés en regardant les informations économiques à la télévision. Puis je me couchais pour lire. Vers minuit, je me réveillais soudain avec une inquiétude sourde et réalisais que Léa n'était pas rentrée. Je me dis qu'elle avait dû rester chez Sophie. C'était déjà arrivé auparavant, mais lorsque le samedi matin vers 9h je l'appelais, son téléphone était éteint. C'était déjà, pour dire les choses poliment, étrange. Je préparais du café en regardant machinalement par la fenêtre, prenant progressivement conscience que quelque chose n'allait pas. D'abord, j'essayais de réprimer mon anxiété en me persuadant que Sophie avait pu avoir sa batterie déchargée ou qu'elles avaient simplement décidé d'aller à la campagne. Sophie possédait d'ailleurs une vieille maisonnette encore utilisable dans un lotissement de jardins familiaux où elle cultivait l'été des courgettes et des tomates. Mais en début d'après-midi du samedi, toutes mes tentatives pour me rassurer s'effondrèrent. Sophie ne répondait pas au téléphone et celui de ma femme était toujours inaccessible. Je redémarrais même mon smartphone, au cas où, en pensant que c'était peut-être juste un problème de réseau. Je vérifiais Telegram. Le dernier message de Léa, envoyé vendredi, était d'une brièveté déconcertante.
Tout va bien chez Sophie, et rien de plus. Je fis le tour de l'appartement en examinant les objets familiers, cherchant le moindre indice, le moindre signe. Ses chaussures étaient rangées avec soin dans l'entrée. Le parfum léger et à peine perceptible de son eau de toilette préférée, ce Givenchy que je lui avais offert pour son anniversaire, flottait encore dans l'air. Dans la salle de bain, un cheveu blond et fin était resté accroché au peigne. Tout semblait en place. Pourtant, j'avais l'impression que la personne s'était évaporée, avait disparu sans laisser de traces. Incapable de rester plus longtemps dans l'ignorance, je sortis de chez moi et me dirigeai vers l'appartement de Sophie. Le 7e arrondissement se trouvait à 20 minutes en bus. La pluie tombait en bruine pénétrante, et dans l'habitacle du bus flottait l'odeur lourde des vestes mouillées et du caoutchouc humide, intensifiant l'atmosphère déjà oppressante. Devant son immeuble, c'était le vide absolu. Personne ne répondit à mon coup de sonnette à l'interphone. Je composais son numéro encore une fois, toujours inaccessible. Sur le chemin du retour, comme par inertie, je m'arrêtais au carrefour du coin, acheter du pain, du lait et un paquet de thé, tout comme d'habitude. Mais en moi grandissait et se renforçait une anxiété tenace, le pressentiment de quelque chose de néfaste. Le dimanche matin, n'ayant toujours aucune nouvelle, j'écrivis à Antoine, en essayant d'exposer la situation le plus calmement possible. Maman est partie chez Sophie vendredi et ne donne toujours aucun signe de vie. Tu sais quelque chose par hasard ? Il répondit presque instantanément. Non, rien. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Je mentis en disant que je n'arrivais simplement pas à la joindre, mais à l'intérieur, tout bouillonnait d'inquiétude et d'irritation croissante. Dans ma tête remontaient des bribes de phrases que Léa avait prononcées en passant. Ce collègue de travail qui faisait toujours des blagues. Cette réunion d'anciens élèves prévue la semaine suivante. Le fait que son bureau était un vrai chaos avec une direction bizarre. Chaque souvenir me semblait maintenant suspect. Le dimanche soir, je retournai chez Sophie. Une voisine m'ouvrit la porte, une femme âgée d'environ 60 ans. « Sophie ? » ?»« Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas apparue depuis jeudi. Elle est partie quelque part en disant que des proches étaient malades. » Elle haussa les épaules sans y accorder d'importance particulière. Lundi. Le téléphone de Léa restait toujours éteint, et je réalisais finalement que cela faisait presque 2 jours que je ne dormais pas. Au travail, je demandais un jour de congé sans solde, et une fois rentré chez moi, je restais simplement assis à la table de la cuisine, à boire du thé noir avec des biscottes, fixant un point dans le vide. Tout autour semblait étrangement ordinaire. Le chat se prélassait près du radiateur. Dans la salle de bain, le robinet gouttait avec monotonie. L'horloge ticotait au mur, égrenant les secondes. Mais en moi, tout partait en vrille. Le chaos grandissait à chaque minute. Elle rentra le mardi à 5 heures du matin dans un silence absolu, comme une voleuse qui se glisse chez elle. J'entendis le léger clic de la serrure, puis le froissement de sacs plastiques. Je sortis de la chambre. Léa ôta ses chaussures et, en me remarquant, tressaillit légèrement. Son regard était direct, sans l'ombre d'une gêne. Elle portait le même manteau, mais tenait à la main un sac de supermarché. Et dans ses yeux brillait une ombre étrange et insaisissable. « Je vais tout expliquer, dit-elle calmement. Mais il faut d'abord que je dorme. » Je restais dans le couloir à la regarder passer devant moi pour entrer dans la chambre. Comme si de rien n'était. Comme s'il était parfaitement normal de partir un vendredi et de revenir 3 jours plus tard avec le téléphone éteint. Je ne prononçai pas un mot, car à cet instant, je compris que tout ne faisait que commencer. Elle dormit jusqu'à presque midi. J'entendis la porte de la chambre se refermer doucement à 5 heures du matin. Puis, après quelques secondes, tout devint silencieux. Même pas le bruit habituel de l'eau dans la salle de bain. Léa ne s'était pas débarbouillée, n'était pas allée à la cuisine. Elle s'était simplement couchée, comme si elle s'était écroulée. Je restais assis dans le salon sans allumer la télévision, écoutant simplement le silence qui me paraissait maintenant assourdissant. D'en bas, depuis l'entrée de l'immeuble, montaient les bruits familiers de la ville matinale. Des portières de voitures claquaient, quelqu'un tapait des bottes dans l'escalier. Dans la cuisine, le robinet goûtait comme il avait goûté hier et avant-hier. Mais j'étais déjà dans une autre dimension, dans l'attente lancinante d'explications. Quand elle sortit, il était presque midi. Des cheveux rassemblés en chignon soigné, un léger maquillage sur le visage, comme si elle se préparait pour un rendez-vous important. Fraîche, reposée,
Elle portait le même gilet d'intérieur qu'elle avait porté tout l'hiver. En apparence, c'était toujours la même Léa que je connaissais. Elle s'approcha silencieusement de la bouilloire, versa de l'eau, l'alluma, posa une tasse sur la table. J'observais chacun de ses mouvements, essayant de déceler la moindre fausseté, le moindre tremblement, lapsus, n'importe quoi qui pourrait la trahir. Mais elle bougeait avec mesure, calmement, comme si elle n'avait pas disparu pendant 3 jours. Alors, demandai-je finalement sans lever la tête, fixant ma tasse, « Où étais-tu » ? « Chez Sophie, comme je te l'avais dit, répondit-elle calmement en remuant le sucre dans sa tasse avec une cuillère. Le téléphone s'est déchargé, je n'avais pas de chargeur. Et tu sais bien qu'au lotissement, le réseau est catastrophique. Je hochai la tête. Oui, catastrophique. Sauf que Sophie, d'après la voisine, était partie jeudi et certainement pas au lotissement. Et Sophie, comment va-t-elle ? Tout va bien pour elle ? Léa se figea. 1 ou 2 secondes. Et je vis passer dans ses yeux une tension à peine perceptible. Eh bien, sa sœur avait des problèmes. On est allé là-bas. Elle habite à Louviers. Impossible de la joindre, presque pas de réseau. Et puis je ne voulais pas t'inquiéter. Je pensais me reposer, passer du temps avec les filles. Quelle fille ? Ma voix sonnait plus neutre que je ne me sentais. Ben, les amis de Sophie. On était ensemble au chalet, entre femmes, quoi. Je restais silencieux, digérant cette nouvelle dose de mensonges. Elle s'assit en face de moi, but une gorgée de thé. « Julien, vraiment, il n'y a rien de grave, tu te montes la tête tout seul. » Je me levai, pris mon téléphone sur l'étagère, activé le dictaphone et en le posant sur la table, appuyé sur enregistrement. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'inquiéta-t-elle. « Je veux que tu puisses réécouter comment tu mens. Peut-être que ça te dessoulera. » Elle renifla avec mépris. « Arrête, tu te comportes comme un enquêteur. Je suis ta femme, pas une suspecte. Alors comporte-toi comme une épouse, et non comme quelqu'un qui disparaît 3 jours, qui ment comme elle respire, et qui ne peut même pas appeler son ami comme témoin. » Léa se leva brusquement, posa sa tasse dans l'évier si fort que la porcelaine tinta. « Si tu ne me fais pas confiance, c'est ton problème, Julien. Je suis une femme adulte, je peux partir en week-end si j'en ai besoin. Et moi, je suis ton mari, et j'ai parfaitement le droit de savoir où tu es et avec qui. » Elle pivota et partit dans la chambre, me laissant seul avec mes pensées bouillonnantes. J'éteignis le dictaphone et me rassis. Mon cœur battait à tout rompre dans ma gorge. Je comprenais qu'elle savait mentir, mais je ne l'avais jamais vue comme ça, froide, calculatrice, sûre de ses mensonges. Le soir, j'appelai à nouveau Sophie, inaccessible. Le téléphone était éteint, mais sur Facebook, une nouvelle activité était apparue. Quelqu'un avait aimé une photo de sa petite fille. Donc elle n'était pas dans la forêt, et elle avait du réseau. Je commençais à noter tout ce dont je me souvenais. L'heure exacte de son départ, les mots qu'elle avait prononcés, son apparence. Je m'installai devant l'ordinateur portable et imprimai un formulaire pour consigner les événements. Exactement comme me l'avait appris un ancien collègue qui avait sauvé son appartement lors de son divorce grâce à de telles notes. Le lundi passa dans la tension. Nous ne nous parlions pas. Léa se comportait comme si rien ne s'était passé. Elle préparait le dîner, regardait une série sur Netflix, échangeait sur WhatsApp avec quelqu'un, à en juger par l'écran, Léa, école, fils. Je ne faisais aucun commentaire. Mais la nuit, quand elle s'endormit, je pris son téléphone. Il n'était pas protégé par un mot de passe. Il suffisait de glisser vers le haut. La première chose que je fis fut d'ouvrir Telegram. Il y avait peu de contacts. Aucun amant évident. Mais il y avait un certain Olivier R, sans photo de profil. Aucun dialogue, tout était effacé. C'est ce qui m'alerta. Je consultai l'historique des appels. Il y avait un appel vendredi soir vers Olivier R. L'appel avait duré 34 secondes, et c'était tout. Ni SMS, ni conversation, seulement un appel. Je photographiai l'écran avec mon téléphone puis allai dans la galerie. Il y avait des photos ordinaires. Le chat, des fleurs, un étal de fromage, un rayon de vin, puis 2 clichés étranges. Une photo de chambre d'hôtel quelque part manifestement hors de la ville, une vue depuis la fenêtre, une forêt et une enseigne en bas. Je fis des captures d'écran de ces photos également. Le matin, je demandai « Tu étais dans un hôtel vendredi ?» Elle lâcha sa fourchette. « Quoi ?» Sa voix sonnait désemparée. « Ne fais pas semblant, j'ai vu des photos. » Elle se figea. Une seconde de silence, puis elle se leva lentement.
Tu as fouillé dans mon téléphone. Sa voix montait. Et toi dans le lit d'un autre, répliquai-je. Elle ne répondit rien, prit simplement ses clés et sortit de l'appartement. Je m'assis sur le canapé. L'adrénaline refluait, laissant place à une colère pure, aiguë, mordante. Je ne doutais plus, je ne supposais plus, je savais. Je passais toute la journée devant l'ordinateur à vérifier toutes mes applications bancaires, les cartes de la Société Générale et du Crédit Agricole. Tout était en ordre. Je ne trouvais aucun virement suspect, mais ce n'était pas ce qui m'intéressait. Je tapais dans le moteur de recherche « Hôtel environ de Rouen ». Je fis défiler jusqu'à cette fameuse enseigne et trouvai le petit hôtel Havre Forestier sur la route nationale après Elbeuf. Sur les photos, c'était bien cette fenêtre-là. Je téléphonai. « Bonjour, hôtel Havre Forestier », répondit l'administratrice. « Dites-moi, vous aviez une réservation au nom de Léa. Vous pouvez me donner la date ? Du vendredi soir au week-end. » Alors je regarde. Oui, il y avait une Léa. Elle a payé en espèces, elle est arrivée avec un homme. Le nom de famille, désolé, nous ne pouvons pas le divulguer. Je remerciais et raccrochais. Voilà. Maintenant, je n'avais plus de simples soupçons, mais des faits irréfutables. J'ouvris Télégramme et écrivis à mon fils. « Antoine, tu seras chez toi ce week-end ? Il faut qu'on parle sérieusement. » Il répondit immédiatement. « Oui, je viens. Qu'est-ce qui se passe ? » « Oui, mais de vive voix. » Je me levai, m'approchai du miroir et me regardai. Les tempes grisonnantes, les yeux fatigués, la chemise au col usé. Elle m'avait finalement trahi. Et moi qui pensais qu'on finirait ensemble à la campagne, avec les petits-enfants, les pommes du jardin. Mais non. Et puis j'ouvris sa tablette et vis quelque chose qui changea tout, bouleversant de fond en comble l'image que j'avais de Léa. La tablette de Léa traînait sur la table de chevet, comme un artefact oublié d'une vie passée innocente. Je ne compris même pas tout de suite pourquoi je l'avais prise. Je m'assis simplement dans le fauteuil et l'allumai, comme si je cherchais une confirmation que tout ce qui se passait était réel et non un cauchemar. Elle s'alluma rapidement. Le mot de passe était le même qu'avant. 0506, jour et mois de sa naissance. Tout était d'une simplicité ridicule, d'une prévisibilité écœurante. J'ouvris la galerie. Il n'y avait presque rien. Quelques captures d'écran de recettes, de vieilles photos de la maison de campagne, 2 vidéos du chat. Mais ensuite j'ouvris la corbeille, et là se trouvait un appel vidéo, un enregistrement d'écran, un fichier de 30 secondes où Léa, allongée sur un lit, parlait avec quelqu'un en peignoir. On ne voyait que son front et une partie de son épaule, mais la voix à l'autre bout était masculine, étrangère, calme, assurée. « Tu t'ennuies » demanda-t-il. « Bien sûr » sourit-elle. Son sourire était tellement faux que j'eus la nausée. « Mais pas ici, je t'écrirai après. Tu as dit qu'il n'avait rien soupçonné. » « Non, Julien pense toujours que je suis chez Sophie. L'important, c'est de ne pas en faire trop avec les détails. Après, je dirais qu'on s'est disputé, et voilà. » Et elle ricana. J'étais comme cloué au fauteuil. « Julien, c'était moi. L'important, c'est de ne pas en faire trop avec les détails. » Voilà, un mensonge froid et précis, ni émotion, ni impulsion. Un plan. J'éteignis la tablette et restai simplement assis, immobile. Pendant 10 minutes, mes oreilles bourdonnèrent. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine comme un marteau, mais je ne ressentais aucune émotion, seulement un vide dévastateur et oppressant. Puis je me levai, m'habillai et sortis dans la rue, sentant le froid de l'air de mars sur mon visage. Je marchai jusqu'au square, celui-là même où nous nous promenions autrefois le week-end, où nous achetions des glaces et débattions de films. Maintenant, je passais devant ces bancs comme devant des souvenirs étrangers. Tout était devenu étranger, distant, dépourvu de son sens d'avant. De retour à la maison, je remis la tablette à sa place sans rien toucher, ajoutant seulement l'enregistrement vidéo à ma liste de preuves, au dossier, car c'était devenu un véritable dossier maintenant. Le soir, Léa se comporta comme si de rien n'était, prépara un ragoût de légumes, mit une série en fond sonore, demanda si je voulais du thé. Je restais silencieux, l'observant attentivement. Elle ressentait quelque chose, un changement dans l'atmosphère, mais pour l'instant, elle était confiante dans son jeu, dans sa capacité à tromper. Le samedi, Antoine arriva.
Comme toujours, il entra rapidement, posa son sac à dos dans le couloir, me serra fort dans ses bras. « Alors, qu'est-ce qui s'est passé, papa ?» Je l'emmenai dans la cuisine, fermai soigneusement la porte, puis posai devant lui une feuille avec les faits imprimés. Date, heure, photo de l'hôtel, capture d'écran de la vidéo. Il lut en silence. Ses poings se serrèrent lentement, puis il murmura. « C'est sûr, tout ça ? » « C'est la réalité, fiston. Je ne veux pas que tu interviennes directement, mais il faut que tu saches. »« Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Sa voix était tendue. Pour l'instant, observer, puis agir. Froidement, sans crier, jusqu'au bout. Il hocha la tête. Son regard devint sérieux, adulte. Puis il demanda. « Maman sait que tu as tout découvert ?»« Pas encore. » Et après, je regardais par la fenêtre. Une petite pluie agaçante tombait. Du toit goûtait l'eau, comme elle avait goûté ce vendredi soir de mars quand elle était partie chez son amie. Après, il me faut un avocat, un très bon avocat. Le lundi, je demandai un congé au travail en disant que j'avais des circonstances personnelles. Je pris un taxi jusqu'au centre-ville, jusqu'au cabinet que j'avais trouvé par l'intermédiaire d'une connaissance. Il avait divorcé 1 an auparavant et faisait grand éloge de l'avocate, Madame Dupont. Elle me reçut dans un bureau aux rideaux épais avec vue sur un nouveau chantier. Elle portait un tailleur bleu marine strict. Ses cheveux étaient rassemblés en chignon soigné. Sur la table se trouvait un verre d'eau, un carnet et un ordinateur portable avec une fenêtre de documents déjà ouverte. « Monsieur Julien, racontez-moi tout depuis le début, dit-elle en me regardant attentivement. Je commençai par la première phrase de Léa, son « je vais chez Sophie », sa disparition, le téléphone éteint. Puis je racontais l'hôtel, l'appel, la tablette. Elle écoutait sans m'interrompre, prenant seulement des notes. Son regard était perçant et analytique. « L'appartement est au nom de qui ?» précisa-t-elle. « Au mien. Je l'ai acheté avant le mariage. Je vivais déjà avec un logement quand je l'ai épousé. » « Un crédit immobilier ? » ?»« Non, entièrement remboursé en 2007. » « La voiture ? » ?»« Je l'ai achetée pour elle, mais on l'a financée à crédit au nom de Léa. » Elle hocha la tête. « Vous comprenez que formellement, vous avez des motifs de divorce à votre initiative. C'est à la fois une infidélité factuelle et une trahison morale. Mais il faut des preuves irréfutables. Photos de l'hôtel, enregistrements, correspondances. C'est bien, surtout si elles ont été obtenues sans effraction. Vous n'avez pas installé de surveillance. Vous n'avez pas piraté son appareil. Non, j'ai tout trouvé ouvert ou accessible. Alors c'est bien. Il nous faut tout rassembler. Détail des appels si possible, relevé bancaire, registre de l'hôtel. Je ferai une demande officielle. Il vous faudra garder un visage froid pendant un certain temps. J'en suis capable. Je hochai la tête. J'en étais capable. Maintenant je l'étais. Et encore, ajouta-t-elle, je recommande de vous occuper de la voiture à l'avance, de trouver un argument pour qu'elle vous revienne en cas de divorce. Vous avez des arguments ? Oui. Je l'ai entretenu. J'ai payé le crédit. Tous les documents sont conservés. Alors nous avons de bonnes chances. Elle se leva, me tendit un dossier. On commence. Je rentrais chez moi en fin d'après-midi. Léa s'affairait dans la cuisine. Une odeur chaude et alléchante de pâtisserie se répandait dans l'appartement. Elle cuisinait ses brioches signature à la cannelle. Avant, je les adorais, mais maintenant cette odeur me semblait étrangère, imprégnée de fausseté. « Où étais-tu » demanda-t-elle en s'essuyant les mains avec un torchon. Son ton était poliment accueillant. « Chez Antoine, j'ai simplement passé du temps avec lui. »« Tu avais dit que tu ne voulais pas le mêler à ça. »« Il faut qu'on parle, Léa, » l'interrompis-je en sentant la tension s'épaissir dans la pièce. Elle se figea, flairant le danger. « Je ne veux pas de scène. Il n'y en aura pas, seulement des faits. » Je lui montrai la photo de l'hôtel, la capture d'écran de la tablette, le relevé de l'hôtel que Madame Dupont m'avait envoyé sur télégramme. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix était basse, presque inaudible. « C'est ce qui est. Je ne crois plus aux mots, seulement aux faits. » Elle pâlit. Ses lèvres se serrèrent en une ligne fine, ses yeux scrutèrent les alentours, et je vis sa défense s'effondrer. « Tu n'as pas le droit de fouiller dans mes affaires personnelles, murmura-t-elle. « Et toi dans le lit d'un autre, répondis-je en la regardant droit dans les yeux. Elle ne prononça pas un mot, sortit simplement de la cuisine et claqua la porte de la chambre. Je restai seul, m'assis, me versai du thé. Je ne ressentais ni joie ni triomphe.
Seulement le vide et une détermination absolue. À moi de jouer maintenant. Et puis, 2 jours plus tard, je reçus un appel qui ne venait ni du travail, ni de la banque, ni de l'avocate. C'était lui, un homme à la voix inconnue qui dit « Je pense qu'on devrait se rencontrer. Nous avons une femme en commun et des conséquences très différentes. » Il appela le soir, alors que j'étais déjà installé dans la cuisine avec mon ordinateur portable, plongé dans l'analyse de nouvelles données. Dehors, le vent de mars claquait, hurlant dans les câbles électriques. Dans l'air flottait une odeur de pain grillé mêlée à quelque chose d'autre, soit la cannelle des brioches du matin, soit la poussière des radiateurs chauds. Léa était assise dans la chambre, regardant une série avec ses écouteurs. Nous ne nous parlions pas depuis 2 jours, et la maison semblait silencieuse. Mais ce silence était épais, visqueux, comme une boue de marécage qui tire vers le bas si on y met le pied, engloutissant tout son et toute joie. Le numéro était parisien. Je m'attendais à n'importe quoi. Un appel du travail, de la banque, du spam, mais pas à ça. L'homme au bout du fil se présenta simplement. Olivier, aucun détail. Une voix calme, fatiguée, mais avec des notes de détermination. Il dit qu'il savait qui j'étais, qui était Léa, et qu'il devait me parler en personne. Dans ces moments-là, quelque chose bascule à l'intérieur, se retourne. Pas de la peur, non, mais un mélange particulier de surprise, de dégoût, et d'un instinct animal qui dit « Ne raccroche pas, écoute ». Il proposa de se rencontrer au centre commercial Horizon dans l'espace cafétéria dimanche, sans émotion, sans scène, juste pour parler. J'acceptai, et le soir même je trouvai leur correspondance dans son téléphone. Sur Telegram, tout était soigneusement effacé, mais sur Viber restait une conversation. Et là, il était identifié. Olivier, Havre Forestier. Tout confirmé, dissipant les derniers doutes. J'arrivais au rendez-vous à l'heure précise, exactement à 13h. J'étais vêtu d'une veste noire, d'un jean, d'un pull, rien de remarquable. Je pris un café au distributeur, juste pour occuper mes mains et regarder les gens circuler dans le hall. Maman avec enfant, personnes âgées avec caddie, jeunes avec écouteurs. La vie quotidienne, telle que je ne la ressentais plus. Il s'approcha silencieusement, grand, un peu plus que moi. Veste noire, barbe soignée, cheveux lisses. Un regard assuré mais pas arrogant. Celui qui a déjà compris. Nous nous installâmes à une table près de la fenêtre. Restâmes silencieux 1 minute, chacun plongé dans ses pensées. Puis il commença à parler sans préambule, sans chercher à se défendre. Il ne savait pas que Léa était mariée. Elle avait dit qu'elle était divorcée, montré des photos de l'appartement, sans ma présence bien sûr. Elle disait que son mari était parti en déplacement prolongé, que le mariage était une formalité, que tout était mort depuis longtemps, qu'il ne restait qu'une coquille vide. Il l'avait rencontrée au centre commercial Azur lors d'une présentation littéraire. Une conversation fortuite, un échange de numéros, puis des messages, ensuite une rencontre. Comme beaucoup de ceux qui cherchent un nouveau départ, sauf qu'il était persuadé qu'elle était libre, que leur histoire était romantique, même si elle n'était pas tout à fait jeune. J'écoutais en silence, buvant mon café refroidi. Ils racontaient comment ils étaient allés au Havre Forestier, comment ils s'étaient promenés dans la forêt, comment elle le suppliait de ne pas lui écrire en semaine sous prétexte qu'elle était occupée, comment un jour son voisin l'avait vue au magasin et avait dit « Tu sais que cette femme porte une alliance ?» Après cela, il avait commencé à douter. Mais Léa avait tout expliqué, disant qu'elle portait l'alliance juste pour faire diversion, pour qu'on ne l'importune pas. Et puis moi, il avait tout compris quand elle avait disparu 3 jours pas. Alors j'ai décidé de l'appeler, dit-il doucement. Et Olivier avait commencé à chercher sur les réseaux sociaux, à travers d'anciennes photos. Il avait trouvé ma page, ses commentaires sous mes publications, des photos avec notre fils, un cliché de mariage vieux de 15 ans. Tout concordait, comme les pièces d'un puzzle. Il avait compris qu'il était devenu partie d'une grande tromperie, et maintenant il ne voulait pas de vengeance, mais une issue honnête et propre à ce mensonge. Je le regardais et ne voyais pas un ennemi. Tout était trop différent. Il s'était avéré être un pion, comme moi. Sauf que j'étais le mari légitime, et lui l'amant involontaire, victime du jeu d'une autre. Il dit qu'il avait décidé d'en finir, qu'il avait supprimé ses contacts, qu'il regrettait, et ajouta, comme s'il dévoilait sa dernière carte, « Ce n'est pas son premier épisode de ce genre. Son ancien collègue Thomas a eu affaire à elle il y a 3 ans. Il a failli perdre son travail à cause d'elle.
Elle s'est servie de lui pour se venger du patron, puis elle a disparu. Thomas a été licencié. Il a ensuite déménagé à Lille. Je notais ce nom. Quand nous nous séparâmes, je ne ressentis pas de soulagement, mais quelque chose s'éclaircit à l'intérieur, comme si les morceaux du puzzle commençaient à former un tableau unique et effrayant. Je ne rentrais pas directement chez moi. Je restais assis dans la voiture. La pluie tombait à nouveau en bruine sur le pare-brise, laissant des traînées humides. De la radio provenaient les nouvelles sur les embouteillages, les klaxons des voitures. Et je regardais la boîte à gants où se trouvaient les documents de l'appartement, sachant qu'il était temps de passer à des actions décisives. Le soir même, j'écrivis à Madame Dupont. La rencontre a eu lieu. Il y a de nouveaux détails. Nous nous rencontrâmes le lundi. Je lui transmis tout. Enregistrement, impression des conversations, photos, audio. Elle dit « Le dossier avance. Il faut encore quelques étapes. L'important, c'est de ne pas craquer, monsieur Julien. » Je commençais une préparation minutieuse au divorce. Sans scandale, sans annonce. Officiellement, j'expliquais tout en détail à mon fils. Il me soutint, proposa même une aide juridique par ses amis. Et Léa, elle avait senti. Elle devint prudente. Ses mouvements acquirent une fluidité contre nature. Le matin, elle préparait le petit déjeuner. Le soir, elle s'intéressait à mon travail, à ce qu'Antoine disait. Mais ses yeux cherchaient déjà le piège, essayant de déchiffrer mes pensées. Elle ne savait pas que je savais tout, mais j'attendais. Il me fallait encore une confirmation. Le dernier point, et il arriva. Un soir, rentrant du travail plus tôt, je la vis sortir de l'immeuble, habillée d'une manière qui n'était pas décontractée. Manteau, maquillage soigné, ce rouge à lèvres qu'elle réservait pour les occasions spéciales. Elle ne remarqua pas ma voiture garée un peu plus loin. J'abaissai le siège et observai. 5 minutes plus tard, un taxi arriva. Elle monta. J'activai le GPS et la suivis en gardant une distance de sécurité. Le taxi traversa le centre-ville, puis tourna vers la gare et s'arrêta devant un vieux centre d'affaires, l'Avant-Garde. Là, au 4e étage, se trouvait autrefois le bureau de la société où travaillait son ancien collègue Thomas, et elle y entra avec des clés. Donc, le mensonge continuait. Tout continuait encore. Après les adieux, après la rupture avec Olivier, elle avait déjà trouvé un nouveau partenaire. Je sortis mon téléphone, filmai une vidéo. C'était la dernière chose dont j'avais besoin. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Resté simplement assis près de la fenêtre à regarder la ville où pendant presque 30 ans, j'avais cru être heureux. Et maintenant je savais. Demain matin, je transmettrai les documents. Et le soir, je lui annoncerai qu'elle n'est plus rien pour moi. Mais avant cela, je devais passer un coup de fil. Un seul. Parce qu'il y avait quelqu'un qui devait connaître toute la vérité. Et cet appel allait tout changer. Je l'avais gardé en tête longtemps, comme une dernière carte dans ma manche. Non pas que je doutais, j'attendais simplement le bon moment. Tout dans cette histoire était une question de précision, comme dans mon travail avec les itinéraires et la logistique. Si tu te trompes ne serait-ce que de quelques heures, toute la livraison est compromise. Tu déçois les clients, tu perds de l'argent. C'était la même chose ici. Si tu te précipites, seule la colère s'exprime et tu t'épuises toi-même. Si tu traînes, tu restes dans le même rôle où tu t'es retrouvé ce vendredi de mars quand elle est partie chez son amie. Je composais le numéro de Sophie. Oui, cette même Sophie, l'amie d'enfance de Léa, par laquelle tout le mensonge avait commencé. Le téléphone ne décrocha pas immédiatement. Une voix féminine, fatiguée mais non hostile, répondit. « Allô, Sophie, c'est Julien, le mari de Léa. » Un silence gêné flotta dans l'air. J'entendis presque son souffle. « Bonjour Julien, quelque chose ne va pas ?» « Si, quelque chose ne va pas. Je ne vais pas vous faire de reproches ni vous impliquer, mais je veux juste vous poser une question. L'automne dernier, étiez-vous à Louviers avec Léa ?»« Non, répondit-elle sans hésiter une seconde. Je ne suis allé nulle part cette année-là. Ma mère était très malade à l'époque. Je visais pratiquement à l'hôpital. Et Léa ? Je la vois peu en fait. Parfois on s'écrit après le travail, c'est tout. Pourquoi vous me demandez ça ? Je ne racontais pas tous les détails, la remerciais simplement et raccrochais. C'était suffisant. Tout ce que Léa avait construit, des messages à l'imitation de l'amitié, était une fiction, y compris et surtout son alibi. Maintenant, je n'avais plus aucun doute, même au niveau de l'intuition. Seulement du calme, une détermination froide et une clarté d'objectif.
Le lendemain matin, je rassemblais les documents. Le dossier était lourd de nombreux papiers, photos, vidéos, captures d'écran de conversation, scans de détails d'appels, confirmation de location de chambres d'hôtel au Havre Forestier, témoignages, relevés bancaires, même une copie de la déclaration volontaire d'Olivier. J'apportais tout à Madame Dupont. Elle reçut calmement, hocha simplement la tête. « Monsieur Julien, nous sommes prêts. Dans la semaine, on peut déposer la plainte. La requête sur les biens suivra. La voiture sera à nous, s'il n'y a pas de reconnaissance de dette cachée. » « Il n'y en aura pas, dis-je avec assurance. C'est moi qui ai payé le crédit. J'ai tous les SMS de confirmation. Parfait. Alors on attend la convocation. Je sortis de chez elle dans un matin gris et humide. Le vent chassait les déchets sur les trottoirs. Dans le ciel pendaient de lourds nuages bas, mais je me sentais léger, plus léger que ces derniers mois. Je marchais dans la rue, passant devant des cafés, une pharmacie, des bureaux, des compagnies d'assurance, comme dans un couloir droit menant à la finale. À la maison, Léa était là, s'affairait dans la salle de bain, murmurant quelque chose au téléphone. Je n'écoutais pas, entrais simplement dans la cuisine, enlevais ma veste, me versais de l'eau. Tout était calme, ordinaire. Elle sortit de la salle de bain quelques minutes plus tard, vêtue d'un peignoir, les cheveux dans une serviette, sourit machinalement comme une actrice devant un public étranger. « Comment ça va ?» demanda-t-elle comme si de rien n'était. « Parfaitement, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Le temps est idéal pour un divorce. » Elle se figea. Ses yeux cessèrent de sourire. Une inquiétude y flamba. « Quoi ? Le temps est idéal pour un divorce ? Pas trop chaud, pas étouffant, moins d'émotion. » Elle posa sa tasse sur la table d'une main légèrement tremblante. « Tu plaisantes ? » ?»« Non, Léa, je ne plaisante plus. Je procède officiellement au divorce avec partage des biens et présentation de tous les éléments au tribunal. » Elle s'assit, son visage se crispa. « Julien, non, écoute juste. Tout ce que tu as fait, je le sais. Avec qui, où, quand. Je sais que tu as menti. Je sais que tu n'étais pas seulement au Havre Forestier. Je sais pour Thomas. Je sais pour le mensonge à Sophie. Je sais tout. » Elle ne m'interrompit pas, resta simplement assise à me regarder. Son visage était exsangue. Je ne savais pas ce qui se passait dans sa tête, mais je savais que cela n'avait plus aucune importance. « Je ne vais pas faire de scène, mais on partage les biens. L'appartement reste à moi. La voiture selon le tribunal, mais elle sera à moi. Les finances, je rassemblerai toutes les preuves de qui a payé quoi. » Elle essaya de dire quelque chose, mais je l'arrêtai d'un geste. « Je ne garde pas de rancune. Je t'efface simplement de ma vie, froidement, jusqu'au bout. » Le lendemain, je transférai une partie de l'argent de ma carte vers un nouveau compte, refis l'assurance de la voiture, supprimai les accès de Léa au cloud, fermai le routeur commun, changeai le mot de passe du Wi-Fi. Aucune hystérie, seulement un calcul froid et précis. Le soir du même jour, elle fit son sac sans scène, sans mots, prit l'essentiel. Papier, bijoux, vêtements. Elle s'arrêta dans le couloir, me regarda. Son regard était plein de désespoir. Je ne pensais pas que tout finirait comme ça. » « Et moi, je ne pensais pas que tu étais capable de mentir comme ça, » répondis-je. Et elle partit. Depuis, 3 semaines se sont écoulées. Je vis seul. Antoine est venu 2 fois, m'a apporté un thermos, du café, quelques provisions. Il m'a serré dans ses bras, en silence. Nous n'avons pas encore parlé d'elle, mais la semaine dernière, j'ai consulté d'anciens messages sur Facebook et j'y ai vu une nouvelle photo. Léa était à nouveau au Havre Forestier, seulement cette fois pas avec Olivier, mais avec Thomas, celui-là même. Et à ce moment-là, je compris que le jeu avait définitivement atteint un autre niveau, parce que maintenant sa nouvelle liaison pouvait détruire encore un autre homme. Mais cette fois, je ne la laisserai pas s'en tirer impunément. Il est temps de montrer à tous qui elle était vraiment. Je regardais longtemps cette photo, sentant un nouveau feu s'embraser dans ma poitrine. Non pas de la colère, mais de la détermination. Léa était assise sur la véranda en bois de ce même hôtel, le Havre Forestier. Sur la table, 2 tasses de café. Derrière elle, une branche nue de bouleau, symbole de quelque chose de faussement pur. À côté d'elle, un homme qui n'était manifestement pas Olivier. Maigre, avec le dos voûté, portant des lunettes. Un visage familier,
Oui, c'était Thomas, cet ancien collègue dont le nom avait surgi dans la conversation avec Olivier. Un homme qui était déjà tombé dans ses filets et qui, à en juger par la photo, s'y retrouvait à nouveau. Sous la photo, il n'y avait ni commentaire ni like, juste une publication sur sa page. Mais la date était d'hier, ce qui signifiait que tout continuait ou avait recommencé. Au début, je pensais que c'était simplement un souvenir, qu'il avait publié une vieille photo sans se douter de qui était à côté de lui. Mais en vérifiant les métadonnées, je compris. Le cliché était récent, pris avec un iPhone en soirée vers 18h, avec géolocalisation. Route nationale 352, Havre Forestier. Ce fut un choc. Non pas parce que j'étais jaloux, non, j'avais déjà passé ce stade, cette étape de mon chagrin. Mais parce que je compris qu'elle ne s'arrêterait pas. Elle ne m'avait pas simplement trompé, elle vivait de ça, de l'habitude de mentir, de partir, de disparaître, de faire semblant. Léa ne s'était pas trompée, n'avait pas trébuché. Elle avait choisi consciemment ce mode de vie, tissant pas à pas sa toile de tromperie. Et maintenant, je savais ce que je devais faire. Pas de la vengeance, pas de la colère, mais un avertissement. La révélation de sa vraie nature, pour que ceux qu'elle pourrait encore entraîner dans ses jeux sachent, voient, ne tombent pas dans le piège. J'écrivis à Olivier, envoyai la photo, demandai « C'est lui ?» Il répondit rapidement « Oui, c'est Thomas, on s'est croisés plusieurs fois, il travaillait dans la même entreprise, tu as raison. » Elle continue. Je ne répondis pas. Transférai simplement le cliché à Madame Dupont. Elle savait déjà quoi faire. Le lendemain, j'établis une procuration pour déposer des demandes au parquet concernant la falsification d'informations, si on pouvait prouver l'usage par Léa de sa position professionnelle dans son ancien travail. L'avocate recommanda d'y aller prudemment. On trouverait peut-être des épisodes de pression, de manipulation. À Lille, où Thomas avait failli perdre son emploi, il y avait des motifs. Nous déposâmes une demande de renseignement auprès de son ancienne entreprise pour obtenir confirmation de ces événements. Parallèlement, j'enregistrai une vidéo. Simple, sans visage, seulement la voix. Je racontais à la première personne une histoire sans nom de ville. Simplement lui, elle, l'amant. Je racontais tout. Comment les soupçons avaient commencé, comment j'avais rassemblé les faits, comment je m'étais retrouvé seul au milieu d'un quotidien familier détruit par le mensonge. J'envoyais la vidéo à un blogueur, celui-là même qui fait une série d'histoires sur les mariages détruits. Il accepta l'anonymat, non pas pour la vengeance, mais pour que d'autres hommes sachent. Cela peut arriver à n'importe qui, même si tu es honnête, fidèle, attentionné. 2 jours passèrent. Je reçus un appel du bureau où Thomas avait travaillé auparavant. Une femme, voix stricte mais fatiguée, confirma. Il y avait eu un conflit il y a 3 ans. Thomas avait démissionné de son plein gré, mais c'était arrivé après une plainte d'une femme nommée Léa. Elle affirmait qu'il l'avait harcelée, bien qu'il n'y ait eu aucune preuve. Et ensuite, Léa avait elle-même démissionné presque immédiatement. La chaîne devenait clairement visible. La logique de ses actions se dessinait. Elle utilisait les gens. D'abord pour l'attention, puis pour la pression, puis elle les abandonnait, laissant derrière elle des destins brisés et des carrières ruinées. Mais maintenant, tout était différent, parce que je ne me taisais plus. Madame Dupont déposa la plainte, indiqua tous les motifs, préjudice moral, divorce, infidélité prouvée, manœuvre financière. La voiture put être transférée à mon nom grâce à une déclaration sur les remboursements effectifs du crédit. L'appartement n'était pas partagé puisqu'il avait été acheté avant le mariage. Tout le matériel que j'avais acheté restait chez moi. Les comptes étaient séparés. Aucune dette commune. Aucun projet partagé. Léa ne put rien prouver de ces accusations infondées, puis la convocation lui parvint. Je la laissai sur la table sans même dire un mot, la posai simplement et partis dans la salle de bain. 1 minute plus tard, j'entendis la porte d'entrée claquer. Elle ne revint jamais. 1 semaine après, Antoine m'appela pour me demander comment j'allais. Je répondis vivant, calmement, sans pathos. Il me dit alors qu'il avait vu cette fameuse vidéo. Elle avait déjà atteint 20 000 vues. Les commentaires affluaient. Des hommes écrivaient « Ça m'est arrivé pareil, c'est comme si tu racontais ma vie. Merci pour la vérité. » Mais le plus important, c'est que Thomas m'écrivit. Il me retrouva par mail, sans colère, et dit seulement « Merci, Julien. Tu m'as donné ce qui m'avait manqué à l'époque. Maintenant, je sais que je n'étais pas seul. » Il pleuvait.
Je me tenais sur le balcon en respirant l'air frais et frais. Le vent secouait les bords des bâches en plastique. L'odeur du bitume mouillé se mêlait au parfum du vieux bois provenant des travaux chez le voisin. La vie suivait son cours. Les gens se dépêchaient vers le supermarché. Les voitures klaxonnaient au carrefour. Je ne cherchais plus de sens à ce qui s'était passé. Je savais simplement que j'avais fait ce qu'il fallait. Mais ce soir-là, je reçus une lettre. Une vraie, sur papier, sans adresse d'expéditeur. Il n'y avait qu'une seule phrase, écrite de son écriture nette et régulière. Comme toujours, « Tu as tout détruit, Julien, et un jour tu le paieras. » Je rangeai la lettre dans un tiroir, le refermai à clé et compris. Le jeu n'était pas terminé. La lettre resta sur la table toute la nuit, comme une sentence prononcée dans le silence. Je ne la rangeai pas. Je me contentais de la regarder, comme si j'attendais qu'elle se mette à parler, que les lettres pâlissent, disparaissent, que tout se révèle n'être qu'un rêve. Mais c'était bien réel. Léa avait écrit « Tu as tout détruit, Julien, et un jour tu le paieras. » Sans menace ouverte, sans insulte, froide comme un verdict, définitif et irrévocable. Le lendemain matin, j'apportai la lettre à Madame Dupont. Elle la parcourut des yeux et hocha la tête. Ce n'est pas une menace. Juridiquement, c'est du vide. Mais comme tentative de pression, on la fera consigner. Je n'étais plus surpris. Cette femme était comme une tempête de glace. Calme, précise, ne force pas, ne ment pas. Avec une avocate comme elle, je ne faisais pas que divorcer. Je mettais un point final, net et juridiquement impeccable, ne laissant aucune chance à de nouvelles manœuvres. L'audience eut lieu 2 semaines plus tard. Léa arriva dans un manteau noir avec une fine écharpe, ne pleura pas, ne chercha pas mon regard, resta simplement assise en face, comme une étrangère, comme quelqu'un que l'on croise par hasard dans la file d'un magasin de bricolage. Je témoignais calmement, clairement, sans humiliation. Rien que les faits, messages, appels, preuves de séjour avec un autre homme. Tous les éléments figuraient au dossier, même l'attestation de l'hôtel, même les témoignages des collègues interrogés sur commission rogatoire. Je ne cachais rien. Elle tenta de se défendre, affirma que l'existence de relations intimes n'était pas prouvée, que sa vie privée avait été violée. Mais la juge avait déjà tout vu et tout compris. Le divorce fut prononcé. La voiture pour moi, l'appartement pour moi, les comptes clôturés. Aucune dette commune, aucun projet commun, encore moins. Après l'audience, je sortis le premier. Un léger grésil tombait, fin comme de la poussière, directement sur le visage. J'inspirais et sentis pour la première fois depuis longtemps un air frais, à moi, sans mélange de mensonges ni d'odeurs étrangères. Mon fils m'appela 1 heure plus tard. « Alors, c'est fini ?»« C'est fini, répondis-je, froidement, jusqu'au bout. Il dit seulement « Je suis fier de toi ». Et je compris que c'était là mon vrai dénouement. Ni le tribunal, ni l'acte de divorce, mais ces mots prononcés par mon fils. 3 mois passèrent. Je pris un nouveau poste dans une entreprise de transport privé. Je m'occupais de logistique à Rouen, moins de routine, plus de liberté, plus de possibilités. Je changeai de voiture, fis quelques travaux de rénovation dans l'appartement, refis la cuisine, sortis de l'étagère mon vieil appareil photo et recommençai à photographier, comme autrefois, avant le mariage, avant tout ce mensonge. Antoine acheta des billets pour Paris et dit « Arrête de rester enfermé, on y va, on va juste se promener. » Sans mots superflus, sans pression, nous partîmes. En avril, nous nous promenâmes le long de la Seine, mangeâmes des kebabs au coin de la rue, rîmes, photographiâmes les monuments. Je ne pensais pas à elle. Je sentais simplement la vie avancer, continuer, se remplir de nouvelles couleurs. Léa disparut. J'entendis dire qu'elle avait déménagé à Lille, loué une chambre, travaillé dans une entreprise de cosmétiques. Thomas avait disparu de son fil d'actualité. Il avait apparemment compris ou elle l'avait à nouveau manipulé. Je ne suisais pas, ne cherchais pas, n'attendais pas. Mais un jour, je reçus une étrange lettre d'une femme inconnue. Elle écrivait « J'étais avec lui avant elle. Elle a tout détruit, puis elle est partie. Mais vous, vous avez réussi à l'arrêter. Merci. » Sans signature. Simplement une vérité parmi les centaines de mensonges qu'elle laissait derrière elle. Le soir, je m'assois parfois à la fenêtre sur ce même balcon. J'entends la pluie tomber goutte à goutte. Les voisins actionnaient les interrupteurs.
Quelqu'un jurait sur le parking. Une vie ordinaire, sans drame, sans trahison, sans fausseté. Je ne suis pas devenu quelqu'un d'autre, je suis resté moi-même. Simplement maintenant, je sais que quand une femme sort se promener avec une amie, c'est parfois seulement le début de la fin. Mais si tu rassembles ta volonté, si tu agis froidement, précisément, sans panique, sans cri, tu gagneras. Parce que les vrais hommes ne se vengent pas de façon hystérique. Ils mettent un point final avec compétence, sobrement et pour toujours, protégeant leur dignité et leur vérité.